Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Histoire vraie de crime. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous raconter un cas qui, à première vue, semblait n'être qu'une étrange expérience sociale, mais qui a malheureusement entraîné une tragédie épouvantable. L'histoire se déroule en 2023 dans une banlieue paisible de Minneapolis, aux États-Unis. Là-bas, dans un quartier où tout le monde entretenait généralement des relations cordiales, se trouve une série de pavillons alignés sur des pelouses impeccablement tondues, avec de jolies clôtures blanches et des décorations florales à chaque fenêtre. Ce lieu, d'ordinaire calme et familial, va pourtant être le théâtre d'un événement si violent et si dérangeant qu'il hantera longtemps les esprits de ceux qui en auront entendu parler. Dans cette affaire, il est question de deux couples, les Whittaker et les Barnes, qui ont participé à un programme télévisé consistant à échanger temporairement leurs conjoints pour un prétendu apprentissage mutuel. Au départ, il s'agissait de tester la capacité des participants à s'adapter à un nouveau mode de vie, d'autres habitudes domestiques et d'autres personnalités, dans l'espoir de renforcer la cohésion de chaque couple. Or, cette expérience, qui se voulait éducative et divertissante, a pris un tournant si sombre qu'elle s'est soldée par un crime abominable. La famille Whittaker tout entière a été retrouvée morte dans son propre foyer. Avant d'entrer dans les détails, je vous invite à m'accorder un petit signe de soutien. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Cela m'encourage vraiment à vous proposer toujours plus de récits glaçants. Revenons maintenant aux faits. Gerald, que tout le monde appelait Jerry Whittaker, était un homme d'une quarantaine d'années, marié à Elena, âgée de 38 ans. Tous deux vivaient dans une maison spacieuse, flanquée d'un joli jardin à l'arrière, avec deux enfants encore en bas âge. Jerry était réputé pour son charisme et son aisance sociale. Il occupait un poste de manager régional dans une entreprise de télécommunications et semblait apprécié de ses collègues comme de son voisinage. Elena, quant à elle, était plutôt de nature réservée. Elle travaillait à temps partiel comme comptable, mais la plupart de ses journées se concentraient sur la gestion de la maison et l'éducation de leurs deux enfants. Du moins, c'était ce que l'on percevait de l'extérieur. Aux yeux de tous, la famille Whittaker paraissait solide, un exemple de réussite sociale et de bonheur conjugal. En parallèle, non loin de la demeure des Whittaker, vivait le couple formé par Roger et Miranda Barnes. Roger était un ancien militaire reconverti en technicien dans un atelier de réparation automobile, et Miranda, une femme d'une trentaine d'années, avait créé un atelier d'artisanat où elle confectionnait des objets décoratifs en céramique. D'après les images que les médias ont longuement diffusées, on aurait pu penser que Roger était un homme plutôt taciturne, secret, tandis que Miranda semblait plus rayonnante et sociable. On la voyait souvent saluer ses voisins avec un sourire, distribuer quelques échantillons de ses créations lors des événements de quartier ou de foires artisanales. Le mystère et l'horreur commencent réellement quand on découvre la disparition d'une membre de l'équipe de tournage, une camérawoman chargée de filmer les coulisses de cette curieuse échange de partenaires. Quelques jours plus tard, cette même camérawoman est retrouvée dans une remise isolée à la périphérie de la ville, blessée et manifestement sous le choc, affirmant qu'on l'avait violemment agressée puis abandonnée là, sans aucune explication. La question qui surgit immédiatement est: quel lien y a-t-il entre cette étrange disparition et la tragédie qui a suivi? Comment une simple émission de télé-réalité, qui devait initialement divertir le public en lui montrant le quotidien chamboulé de deux couples volontaires, a-t-elle pu mener à un quadruple homicide? Les événements qui vont être révélés ensuite s'entremêlent dans un véritable labyrinthe de non-dits, de jalousie cachée et d'intentions troubles. Et au centre de tout cela se trouve cette fameuse valse des conjoints entre les deux familles, les Whittaker et les Barnes,
qui s'est soldée par un bain de sang. Pour comprendre ce cauchemar, il faut se plonger dans la vie de la victime principale, Helena Whitaker, car elle est au cœur de plusieurs relations complexes. Des proches évoquent son adolescence mouvementée, l'influence que Jerry exerçait sur elle depuis leur rencontre, et de possibles tensions latentes dans le couple. Certains parlent aussi de liens d'amitié ambigus qu'elle aurait entretenus avec Roger Barnes. Ce qui est sûr, c'est que la cellule familiale, apparemment irréprochable, recelait un profond malaise. Détail après détail, l'histoire nous dévoile combien l'image de la perfection peut souvent cacher des fissures insoupçonnées. Au moment du crime, la maison des Whitaker n'a pas seulement été le théâtre d'un massacre, elle est devenue le symbole d'un désastre conjugal et moral, où la confiance entre époux et l'amitié entre voisins ont cédé la place à la manipulation, à la cupidité et à la trahison. L'enquête policière, menée par une équipe d'inspecteurs aguerris, a dû composer avec un flot d'indices contradictoires et de témoignages parfois mensongers, tous ces éléments faisant obstacle à une vérité de plus en plus sombre. La suite est une véritable plongée dans le quotidien de l'enquête, de l'examen méticuleux des scènes de crime jusqu'aux confrontations entre suspects. On y découvrira aussi la manière dont les enquêteurs ont peu à peu mis au jour un projet machiavélique destiné à priver la famille Whitaker de sa fortune, ou du moins de ses économies, et qui aurait dégénéré quand les émotions et les jalousies se sont emmêlées. Car, derrière le récit officiel de l'échange temporaire de conjoints, se cachent des intérêts financiers majeurs et des alliances secrètes que personne n'aurait pu prévoir. Enfin, la dimension juridique et la tension du procès ne font qu'ajouter au caractère exceptionnel de cette affaire. Les procureurs ont dû déployer des trésors d'éloquence et des preuves accablantes pour convaincre les jurés, tandis que la défense s'est acharnée à semer le doute et à minimiser le rôle de ses clients dans la tragédie. Le verdict a résonné comme un coup de tonnerre dans toute la ville, et de nombreux habitants continuent de se demander, aujourd'hui encore, si la sentence rendue répond vraiment à la soif de justice des proches de la famille Whitaker. Dans cette histoire, il est aussi question de la place particulière qu'occupent les médias et la presse locale. Comment cette dernière a relayé, parfois de manière sensationnaliste, chaque découverte macabre, chaque rumeur et chaque supposé rebondissement. Il s'agit d'un reflet de notre société contemporaine, avide de drames familiaux et de mystères sordides, sans toujours considérer les conséquences tragiques que ce type d'exposition peut avoir sur les survivants, les amis de la famille ou encore sur l'image même du quartier. Voilà en substance les contours du drame que nous allons explorer ensemble dans les moindres détails. Des origines du projet d'échange de conjoints jusqu'à l'issue incertaine de l'enquête, en passant par la découverte du crime et l'identification des principaux suspects, tout n'est que stupeur et incrédulité face à la tournure des événements. Ce récit est un témoignage de la fragilité des équilibres familiaux et de la puissance dévastatrice du mensonge lorsqu'il est nourri par des ambitions cachées. Préparez-vous, car nous allons remonter le fil de cette affaire au plus près, dans l'intimité des témoins, dans les coulisses de la justice et dans les méandres de la psychologie de ceux qui ont croisé la route des Whitaker. Espérons que cette immersion vous aidera à mieux comprendre les rouages de ce crime atroce et à mesurer jusqu'où la cupidité et la jalousie peuvent conduire. Laissez-moi à présent vous narrer l'histoire de cette famille brisée et de leurs voisins dont la vie ordinaire a basculé dans l'horreur. D'après les premiers éléments rassemblés par les enquêteurs, il est essentiel de dresser un portrait complet de la victime au cœur de cette affaire, Helena Whitaker. À en croire plusieurs témoignages, Helena était le parfait exemple de la mère dévouée et de l'épouse consciencieuse. On la décrivait comme une femme chaleureuse,
toujours prête à rendre service aux voisins et profondément impliquée dans l'éducation de ses enfants. Il n'était pas rare de la voir s'occuper des décorations lors des événements scolaires ou d'offrir son aide lors des collectes de fonds pour le quartier. Pourtant, au-delà de cette image de douceur et de disponibilité, il semblerait que la vie d'Elena fut plus tourmentée qu'elle ne voulait bien le laisser paraître. Les archives de l'administration indiquent qu'elle était née et avait grandi dans l'Ohio avant de déménager pour suivre Jerry peu de temps après leur mariage. Les deux s'étaient rencontrés à l'université où Jerry étudiait le commerce international et Elena la comptabilité. Rapidement, ils avaient formé un couple solide, chacun admirant les qualités de l'autre. Jerry louait la rigueur et la patience d'Elena, tandis qu'Elena était séduite par l'ambition et la confiance en soi de Jerry. Après quelques années de vie commune, ils s'étaient installés à Minneapolis, où Jerry avait décroché un poste intéressant dans le secteur des télécommunications. Dès lors, Elena avait largement mis entre parenthèses ses propres aspirations professionnelles pour se consacrer à sa famille. La perte de tout espoir d'indépendance financière avait pu, selon certaines amies proches, peser sur Elena. De temps en temps, elle donnait l'impression de regretter de ne pas avoir poursuivi ses projets de carrière. Cependant, sa priorité restait ses enfants, et elle préférait généralement taire ses frustrations. C'est justement ce silence qui, avec le recul, intrigue les enquêteurs. Elena semblait porter en elle un certain nombre de déceptions ou de désillusions qu'elle n'exprimait jamais ouvertement. Une relation amicale étroite la liait, notamment à une voisine qui accepta de témoigner sous couvert d'anonymat. Cette personne décrivit Elena comme une femme lumineuse et pleine de bonté, mais parfois en proie à des pensées sombres. Selon elle, Elena se sentait parfois insuffisante, jugeant qu'elle n'était pas à la hauteur de son mari, dont la réussite professionnelle était souvent citée en exemple au sein du voisinage. Elle craignait aussi de décevoir ses parents, lesquels avaient consenti à de grands sacrifices pour financer ses études, dans l'espoir qu'elle devienne une professionnelle accomplie. Au lieu de cela, elle était devenue l'épouse discrète d'un homme qui, depuis plusieurs années, multipliait les déplacements pour le travail et entretenait un réseau social et professionnel très étendu. Pourtant, si Elena semblait fragilisée, les témoins s'accordent à dire qu'elle ne laissait rien transparaître devant Jerry. Ce dernier, toujours cordial et charmeur en public, pouvait se montrer très directif en privé. La même voisine raconte l'avoir entendu s'emporter pour des broutilles, comme un repas mal préparé ou un rendez-vous manqué chez le pédiatre. Son exigence permanente et son impatience auraient parfois mis Elena sous pression. Dans ce contexte, la proposition de participer à l'émission de télé-réalité sur l'échange de conjoints aurait représenté, pour Elena, une occasion de briser la routine, de se confronter à une vie différente et, qui sait, de découvrir une part d'elle-même qu'elle ignorait encore. L'autre couple, formé par Roger et Miranda Barnes, semble avoir entretenu avec les Whittaker une relation d'abord cordiale, voire amicale. Avant le lancement de l'émission, on les voyait discuter de temps à autre, notamment lorsque Miranda faisait circuler de petites invitations pour des expositions de ses œuvres en céramique. Roger, pour sa part, était moins impliqué dans la vie du quartier, préférant passer son temps libre dans son garage ou à pratiquer le tir sportif, une passion héritée de son passé militaire. Il existait déjà quelques rumeurs sur la relation de Roger avec Miranda. Certains la soupçonnaient d'avoir un caractère autoritaire et d'étouffer le peu d'autonomie que Roger tentait de maintenir. D'autres pensaient, au contraire, que Roger exerçait une forme de domination psychologique discrète, en faisant peser sur Miranda le poids de ses traumatismes de guerre et de sa tendance à l'isolement. En tout état de cause, l'idée de participer à ce programme télévisé où ils échangeraient temporairement leurs conjoints avait suscité chez les Barnes un mélange d'excitation et de peur.
Miranda, toujours avide de nouvelles expériences et désireuse de se faire connaître du grand public pour promouvoir ses créations, y voyait une opportunité médiatique. Roger, quant à lui, restait plus réservé, ne s'exprimant guère devant les caméras. Lors des premiers jours de tournage, plusieurs techniciens et membres de la production racontent même avoir ressenti une certaine tension chez lui, comme s'il supportait mal la présence constante de l'équipe et les exigences scénaristiques du show. Le principe de l'émission consistait à séparer les couples. Helena partirait vivre chez les Barnes, tandis que Miranda rejoindrait Jerry et les enfants Whittaker. Ainsi, chacun pourrait expérimenter la dynamique d'une autre famille pendant plusieurs jours avant que les conjoints ne se retrouvent pour un bilan et de prétendues leçons de vie. Les organisateurs du programme espéraient que ces couples, en s'immergeant dans un univers familial différent, sortiraient de leur zone de confort et réaliseraient, en fin de compte, à quel point ils appréciaient leur propre foyer. Un concept assez classique dans le domaine de la télé-réalité, qui avait déjà fait ses preuves dans différents pays. Toutefois, des fuites laissent entendre que l'ambiance, sur le plateau, s'est dégradée bien plus vite que prévu. Dans la maison des Barnes où Helena s'était installée, on raconte que la jeune femme semblait mal à l'aise. Roger lui aurait fait des avances à peine voilées dès les premiers jours, se montrant trop insistant dans ses attentions, offrant de lui montrer sa collection d'armes et se vantant de ses exploits passés dans l'armée. De son côté, Miranda, chez les Whittaker, adopta un comportement ambivalent. Elle pouvait se montrer charmante et maternelle devant les caméras, puis se retirer en pleurant dans sa chambre à l'écart, laissant entendre que Jerry la négligeait ou l'ignorait. À ce stade, on ne sait pas si Jerry avait un réel intérêt pour Miranda ou s'il la voyait seulement comme un élément perturbateur au sein de son foyer. Il est probable que ces tensions, bien réelles, aient fini par être instrumentalisées à des fins dramatiques par la production de l'émission, qui s'efforçait de créer du spectacle. Les réalisateurs encourageaient des rapprochements, proposaient des activités en couple de substitution et organisaient des dîners aux chandelles pour pousser les participants à la confidence. On imagine aisément que cette surexposition et cette incitation à révéler ses sentiments les plus profonds aient pu exacerber des jalousies déjà présentes, éveiller des désirs inavoués et cristalliser de vieux conflits de couple. C'est dans ce contexte bouillonnant qu'eut lieu la disparition de la Camera Woman. Un jour, elle ne se présenta pas au tournage et ne répondit plus à son téléphone. Son matériel resta introuvable. Les premières recherches ne donnèrent rien. Puis, 48 heures plus tard, la police reçut un appel d'une personne ayant découvert une femme blessée dans une remise isolée, aux abords d'une zone industrielle. C'était elle, la Camera Woman, encore sous le choc et incapable de désigner formellement son agresseur. Elle parlait d'un coup violent, porté à l'arrière du crâne, de mains qui la traînaient jusqu'à la remise, mais ses souvenirs restaient confus, mêlés à des images floues, de bruits de pas et d'échos de voix. On la transporta à l'hôpital, où elle fut brièvement mise en observation. Pendant ce temps, la production de l'émission fut suspendue, et les forces de l'ordre commencèrent à s'intéresser de près à ce qui se passait dans les deux foyers concernés. Ce que les policiers allaient découvrir bientôt dépasserait de loin la seule affaire de séquestration ou d'agression. Car, quelques jours plus tard, un appel anonyme signala la présence de corps inanimés dans la résidence des Whittaker. Lorsque la patrouille arriva sur place, la maison semblait plongée dans un silence funèbre. À l'intérieur, ils retrouvèrent Jerry, Helena et leurs 2 enfants, tous abattus d'une balle dans la tête, allongés sur le sol du vestibule, sans aucun signe de lutte apparent. Les enquêteurs décrivirent la scène comme sinistrement ordonnée, chaque victime semblant avoir été abattue à bout portant. La porte d'entrée n'était pas fracturée, mais un carreau de la fenêtre latérale était brisé.
Nul ne savait s'il s'agissait d'une mise en scène ou d'un simple point d'accès pour le meurtrier. Dans l'immédiat, une question domina toutes les discussions. Qui aurait pu commettre un tel acte et pourquoi? Les enquêteurs se lancèrent dans une course contre la montre pour retrouver Miranda et Roger, car ces derniers restaient introuvables depuis la découverte macabre. Étaient-ils eux-mêmes victimes d'un enlèvement ou de quelques représailles? Ou bien avaient-ils tout orchestré, profitant de l'émission comme d'une couverture idéale pour assouvir une vengeance ou réaliser un plan diabolique? Les spéculations abondèrent, alimentées par les médias qui, aussitôt, s'emparèrent de l'affaire et la portèrent à la une des journaux et des chaînes d'information locales. La population de Minneapolis, d'abord incrédule, fut rapidement gagnée par la peur et l'indignation. Dans un quartier réputé pour sa convivialité et son esprit familial, comment en était-on arrivé à un quadruple homicide? Beaucoup de voisins se mirent à repenser au comportement qu'ils avaient pu observer chez les uns et les autres, s'interrogeant sur la réalité de la violence cachée derrière des portes fermées, sur la capacité de certains individus à simuler une vie parfaite alors qu'ils nourrissent en secret des intentions criminelles. Cette tragédie révéla une fissure béante dans le vernis social de la banlieue, et d'aucuns pointèrent du doigt la télé-réalité, l'accusant d'avoir exacerbé des tensions et de pousser des gens déjà fragiles à leurs limites. Lorsque les premiers officiers procédèrent aux constatations sur la scène de crime, ils relevèrent peu de traces Kodak tangibles, pas d'empreintes nettes, ni de douilles abandonnées, ni de sang en dehors des corps des victimes. Le mode opératoire indiquait une exécution rapide, presque clinique. Cela n'écartait pas l'hypothèse d'un crime passionnel, mais laissait aussi planer l'idée que des tueurs expérimentés pouvaient être impliqués. Très vite, la police obtint l'enregistrement d'une caméra de surveillance appartenant à un voisin vigilant. Sur la vidéo, on distinguait brièvement un SUV blanc se garant non loin de la maison des Whittaker, à un horaire proche du moment supposé du crime. Le véhicule repartait ensuite sans phares allumés, dans la nuit noire. Les enquêteurs découvrirent que ce SUV appartenait à Miranda Barnes. Mais cette dernière n'était plus là pour confirmer ou infirmer la théorie selon laquelle elle avait conduit ce soir-là. Les analyses de la police scientifique révélèrent ensuite que les victimes avaient été tuées avec une arme à feu de calibre .45, un modèle courant pour les collectionneurs et les anciens militaires. Or, on savait que Roger, passionné par les armes, possédait plusieurs pistolets et carabines. Cette coïncidence, de taille, mit la puce à l'oreille des détectives. Roger aurait-il cédé à une crise de jalousie ou à un accès de rage? Miranda l'aurait-elle accompagné ou encouragé dans cet acte? L'éventualité que Roger ait voulu supprimer toute la famille Whittaker pour des raisons personnelles ou financières commença à se dessiner dans l'esprit des enquêteurs, surtout lorsqu'on découvrit que Jerry disposait d'une assurance vie conséquente et de comptes bancaires confortablement garnis. Pourtant, l'enquête n'allait pas se révéler aussi simple, car plusieurs témoignages faisaient état d'une complicité plus profonde entre Miranda et Roger qu'on ne l'imaginait, une entente pour subtiliser les biens des Whittaker, voire pour monter une arnaque au profit de leur propre couple. Les relevés téléphoniques montraient en effet que Miranda et Roger échangeaient de nombreux messages, souvent tard dans la nuit, alors qu'ils résidaient, chacun chez l'autre couple, dans le cadre du tournage. Une source interne à l'équipe de production raconta même avoir surpris Miranda en train de fouiller dans les documents de Jerry, photographiant certains papiers et prenant en note des codes d'accès, sans en donner la raison. Ainsi, la tragédie prenait la forme d'un complot ourdi pour s'emparer de l'argent des Whittaker, peut-être avec l'idée de s'enfuir ensuite à l'étranger. Cependant, l'exécution brutale de toute la famille soulevait la question de savoir ce qui avait bien pu se passer pour que le plan dégénère de la sorte. Est-ce qu'Helena avait découvert la manigance?
avait-elle surpris une conversation compromettante entre Roger et Miranda? Ou bien Jerry, fou de rage, avait-il menacé de les dénoncer, ce qui aurait précipité l'issue fatale? À mesure que l'on explorait ces hypothèses, la réalité du crime devenait plus obscène, comme si les relations humaines en présence, déjà fragilisées par la jalousie et la convoitise, avaient explosé en un accès de violence incontrôlée. Les inspecteurs assignés à l'enquête s'appliquèrent à reconstituer la vie des Whittaker et des Barnes dans ses moindres détails. L'équipe de tournage de l'émission fut convoquée pour témoigner, et plusieurs techniciens décrivirent l'atmosphère pesante qui régnait durant le tournage. Ils parlaient de regards méfiants, de brèves disputes coupées au montage, et d'une forme de tension latente entre tous les participants. Les producteurs, quant à eux, semblaient parfois encourager la dramatisation des conflits pour obtenir des images plus spectaculaires. Les enquêteurs s'intéressèrent ensuite aux finances de Jerry Whittaker. Il gagnait confortablement sa vie et un fonds d'épargne conséquent figurait sur ses relevés bancaires. Un voisin se souvenait d'une conversation où Jerry mentionnait son intention d'investir dans un second bien immobilier. Rien, cependant, ne laissait présager qu'il entretenait des activités illégales ou qu'il était menacé par qui que ce soit. Les premières conclusions pointèrent donc vers un crime motivé par l'appât du gain, d'autant que plusieurs documents confidentiels sur les avoirs bancaires de Jerry circulaient de téléphone en téléphone au sein de l'équipe de l'émission. Les analyses des relevés téléphoniques de Miranda indiquèrent qu'elle échangeait de nombreux messages codés avec Roger, alors même qu'ils étaient censés vivre chacun dans la famille de l'autre. Ces échanges révélaient une volonté de profiter de l'émission pour s'approprier de l'argent, mais pas forcément l'idée d'assassiner la famille Whittaker. Les enquêteurs supposèrent qu'un événement impondérable avait brusquement fait basculer le plan initial dans l'horreur. Peut-être Jerry ou même Elena avaient-ils surpris Miranda en train de fouiller dans des dossiers sensibles, précipitant un face-à-face violent. Difficile, en l'absence des principaux suspects, de déterminer ce qui s'était réellement passé. La disparition de Roger et de Miranda au lendemain du meurtre concentra tous les soupçons sur eux. Un SUV blanc, appartenant à Miranda, fut repéré par une caméra de surveillance près de la scène du crime, quelques minutes après l'heure estimée du massacre. Plus tard dans la nuit, un véhicule similaire fut aperçu sur la route menant à la frontière canadienne. Tous les indices convergeaient. Si Roger, ancien militaire habitué aux armes, avait cherché à accomplir un acte radical pour empocher l'argent de Jerry, il aurait pu facilement abattre la famille. Miranda, de son côté, semblait avoir la personnalité adaptée pour organiser la logistique de la fuite. Les enquêteurs lancèrent un mandat d'arrêt, et le couple Barnes fut déclaré fugitif recherché au niveau national. Lorsque le procès s'ouvrit, Roger et Miranda étant toujours introuvables, le procureur présenta des preuves accablantes. Relevés bancaires, vidéos de surveillance, témoignages d'anciens amis. L'émission de télé-réalité, dans laquelle les deux couples jouaient le jeu de la cohabitation, se transforma en pièce à conviction, avec ses enregistrements partiels et ses coulisses envahies de secrets. Plusieurs témoins de la production confirmèrent avoir remarqué un comportement ambigu chez Miranda, qui tentait de se rapprocher de Jerry tout en agissant à l'insu des caméras. Ils évoquèrent aussi la possessivité de Roger envers Elena, laissant entendre qu'il n'aurait pas supporté l'idée qu'elle noue une trop grande complicité avec qui que ce soit d'autre. L'accusation s'appuyait sur la préméditation, arguant que le couple Barnes avait planifié d'extorquer la fortune de Jerry avant de disparaître. Pourtant, rien n'indiquait au départ qu'un quadruple homicide devait se produire. L'idée la plus répandue fut que les Barnes s'étaient laissés surprendre par la résistance de Jerry ou par une découverte fortuite d'Elena, au point de décider d'éliminer tous les témoins. Les avocats désignés pour la défense ne purent qu'insister sur le fait qu'il n'y avait aucune preuve directe des coups de feu. Sans suspect présent pour témoigner, la question demeura.
Miranda et Roger avaient-ils tous deux appuyé sur la détente? Ou l'un des deux seulement? Finalement, le tribunal rendit son jugement, condamnant Roger et Miranda par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre avec préméditation. Une traque internationale fut déclenchée, et l'opinion publique se passionna pour cette histoire, redoutant que les deux fugitifs ne s'en prennent à d'autres victimes pour protéger leurs secrets. Dans l'intervalle, la maison des Whittaker demeura inhabitée, scellée par la police, hantée par le souvenir de cette famille décimée. Les voisins organisèrent des veillées pour honorer la mémoire des victimes, tandis que la presse locale et nationale relatait chaque nouvelle rumeur d'observation du couple. Barnes alimentant les peurs. Dans les mois qui suivirent, différents témoins crurent reconnaître Miranda dans un bar de routier ou Roger dans un hôtel miteux près des Rocheuses, mais toutes ces pistes se révélèrent infructueuses. Les autorités canadiennes, alertées, ne trouvèrent aucune trace de leur passage officiel à la frontière. Divers spécialistes pensèrent qu'ils avaient probablement modifié leur apparence et qu'ils vivaient dans la clandestinité, peut-être grâce à l'argent subtilisé sur les comptes de Jerry. Sans confirmation, impossible de refermer définitivement le dossier, qui resta ouvert pour homicides multiples. Les conséquences de cette affaire sur la communauté furent dévastatrices. Les enfants Whittaker, d'ordinaire si joyeux, furent pleurés par leurs camarades d'école et leurs enseignants. Un mémorial fut érigé dans la cour de l'établissement, et des psychologues vinrent soutenir les proches. Le quartier, jadis réputé pour sa tranquillité, sombra dans une forme d'angoisse collective, chacun craignant un nouveau drame. La production de l'émission de télé-réalité, quant à elle, fut vivement critiquée. Les autorités considéraient que le programme avait gravement manqué à son devoir de vigilance, en passant sous silence les signes de discorde entre les participants. La chaîne qui avait initialement commandé l'émission s'empressa de mettre un terme au projet, et les producteurs se retrouvèrent mêlés à des procès pour négligence et mise en danger de la vie d'autrui. Malgré la condamnation de Roger et Miranda, le fait qu'ils restent introuvables entretint un profond sentiment d'injustice et de crainte. Les proches d'Elena et de Jerry ne pouvaient s'empêcher d'imaginer les fugitifs libres, profitant du fruit de leurs machinations et peut-être prêts à frapper encore. Des rumeurs folles prétendirent même qu'ils avaient non seulement monté un nouveau stratagème dans une autre région, une autre ville, manipulant de nouvelles victimes dans le cadre d'un projet similaire. Rien ne vint cependant confirmer ces spéculations. Les mois passèrent, puis les années, sans qu'aucun signe tangible n'apparaisse, et le couple Barnes demeura comme un fantôme menaçant dans la mémoire de Minneapolis. Aujourd'hui, la maison des Whittaker, vidée de tout souvenir, a été mise en vente à plusieurs reprises, sans succès. Elle se dresse comme un monument d'avertissement, rappelant qu'au sein des banlieues les plus tranquilles, de terribles tragédies peuvent survenir. Les résidents ont redoublé d'efforts pour instaurer une vie communautaire plus soudée, organisant des événements de quartier où chacun apprend à mieux connaître ses voisins afin de détecter plus facilement les détresses ou les situations anormales. Sur le plan institutionnel, la police locale s'est dotée de moyens supplémentaires pour intervenir au plus tôt, s'efforçant de détecter les signaux avant-coureurs de violences intrafamiliales ou conjugales. Si beaucoup espéraient que le temps atténuerait le choc, il reste une plaie à vif. La famille Whittaker ne trouvera pas le repos tant que Roger et Miranda n'auront pas répondu de leurs actes devant la justice. Les photos de Jerry, d'Elena et de leurs enfants figurent toujours sur des banderoles lors des rassemblements commémoratifs et chaque année, à la date anniversaire du crime, un service religieux réunit ceux qui veulent se souvenir de leur gentillesse et de leur sourire. Malgré l'horreur du drame, les proches soulignent que l'amour sincère qui régnait dans cette famille ne saurait être réduit à ce seul épisode tragique. Dans cette sinistre affaire,
J'ai été frappée par la facilité avec laquelle l'appât du gain et la jalousie ont pu conduire à l'irréparable. Je ne peux m'empêcher de ressentir une immense peine en songeant aux 2 enfants victimes de cette folie. Ayant moi-même une sensibilité de femme, je voudrais vous dire combien il est capital de rester attentif aux signaux d'alarme dans notre entourage. Tout le monde n'affiche pas ses intentions sur son visage, et parfois, même les plus proches peuvent se révéler prêts à nous trahir. Je vous remercie chaleureusement d'avoir écouté ce récit jusqu'au bout. Si vous souhaitez continuer à explorer d'autres affaires criminelles, je vous invite à parcourir mes autres enquêtes sur cette chaîne. J'en ai plusieurs qui dévoilent des facettes tout aussi sombres et déroutantes de l'âme humaine. N'hésitez pas à rester avec moi pour découvrir ces histoires, car plus nous connaissons les dangers qui nous guettent, mieux nous pouvons nous en protéger. Prenez bien soin de vous, et je vous dis à bientôt sur ma chaîne.